Allez, vas-y. Allez, on y va. Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette réunion d'un format un petit peu particulier. Donc, je suis Jacqueline Pansini. Je m'occupe à la Faculté des langues des étudiants en échange, ce qui veut dire que je serai votre interlocutrice lorsque, je l'espère, vous serez à l'étranger. Je devais être accompagnée de M. Denis Jamet, qui est professeur des universités en linguistique anglaise et qui est assesseur à l'international pour la Faculté des langues, mais qui est également aujourd'hui au fond de son lit, donc on va faire sans, on va essayer de se débrouiller ensemble. J'ai à mes côtés Camille Chevalier des Relations internationales qui va gérer vos questions pour que moi je puisse y répondre. Donc ce que je vous propose, je vais vous faire une petite présentation assez succincte, d'autant que vous avez à votre disposition sur le salon le PowerPoint de présentation de la Faculté des langues, qui est beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous dire, mais je pense que vous êtes capable de le lire tout seul. Donc je vais simplement essayer en préambule de répondre à une pelletée de questions, c'est-à-dire quand partir, pour combien de temps, où, et pour suivre quel cours. Alors quand partir? Ça dépend pour vous de votre filière. Si vous êtes en LLCER, vous pouvez partir en 3e année de licence, en 1re année de master ou en 2e année de master. Bien évidemment, dans un pays de la zone linguistique de la langue que vous étudiez. Si vous êtes en LEA, vous pouvez partir de la même façon en 3e année de licence, mais aussi en semestre 4 de votre 2e année, uniquement dans les pays européens et de PECO, c'est-à-dire par exemple la Russie, la Pologne. Enfin, la Pologne c'est l'Europe, mais la Russie non. Et si vous êtes toujours en LEA, vous pouvez partir en master, alors master 1 ou master 2, sauf pour certains masters sélectifs dont je vous parlerai après. Partir où? Donc ça c'est assez simple, vous partez dans la zone des langues que vous étudiez. Donc, si vous êtes en LEA, vous partez soit en zone anglophone, soit dans la zone de votre langue B. Il n'y a aucune exception. Donc pour être plus clair, le Brésil, c'est uniquement si on est en anglais-portugais. Si vous êtes en LLCER, vous partez dans un pays de la langue que vous étudiez. Après, poursuivre quel cours? Donc là, vous allez trouver sur le PowerPoint des tableaux, vous devez en avoir 4, je crois, qui vous détaillent les types de cours que vous devez prendre. Alors pourquoi il y en a 4? Parce que nous distinguons, que ce soit pour LEA ou pour LLCER, les langues qu'on va dire usuelles chez nous, en clair, les langues que vous avez étudiées dès le lycée, pour lesquelles on n'a pas les mêmes attentes que pour les langues dites de grands débutants, par exemple les langues asiatiques, que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez commencé qu'à l'université. Ça veut dire, en clair, si vous êtes en LLCER, que si vous êtes en anglais, vous partez en zone anglophone, en Amérique du Nord, Royaume-Uni, etc. On va vous demander de suivre des cours de littérature et des cours de civilisation, évidemment en anglais. Si vous êtes en LLCER japonais, nous savons tous que vous ne pouvez pas suivre un cours de littérature japonaise en japonais au Japon en 3e année de licence. Ce n'est tout simplement pas possible parce que votre niveau de langue en japonais ne vous permet pas de le faire. C'est pourquoi, si vous êtes par exemple en japonais, on va vous demander de suivre beaucoup de cours de langue et très peu de cours autres. On va vous demander de suivre 1 ou 2 cours de civilisation le plus souvent, qui sont souvent la culture japonaise, le Japon contemporain ou des choses comme ça. Et on ne vous demandera pas de suivre un cours de littérature sur un auteur japonais. Donc ça, je vous invite à aller voir vous-même. Si vous avez des questions, évidemment, je vais vous répondre. Mais je pense que c'est plus intéressant d'avoir un échange que je vous récite bêtement le PowerPoint, que par ailleurs je connais par cœur, c'est moi qui l'ai fait. Après, le dernier point que je voudrais aborder, c'est celui des doubles diplômes. Donc vous en avez un certain catalogue à la Faculté des langues, ils sont listés sur le PowerPoint. Et dans certains masters sélectifs,
vous ne pouvez partir que dans le cadre de ces doubles diplômes. C'est par exemple le cas du master de traduction, pour lequel 2 doubles diplômes existent, un avec l'université de Monash en Australie, c'est le traducteur commercial et juridique anglais-français, et un avec l'université d'Alicante en Espagne, pour ceux d'entre vous qui sont en anglais-espagnol. Pour ce master-là, on ne part pas dans d'autres conditions. Pour les autres masters sélectifs, vous pouvez partir en commerce international, d'ailleurs vous ne pouvez pas, vous devez. En commerce international, vous partez obligatoirement au semestre 2 du M1 dans une université partenaire. En langue droit commerce, vous pouvez partir de préférence en M1, à charge pour vous de récupérer à votre retour les choses que vous n'aurez pas faites au niveau du droit, parce que vous ne trouverez pas à l'étranger les mêmes cours de droit qu'en France, parce qu'en France, vous faites du droit français et à l'étranger, vous faites du droit du pays. Mais vous pouvez quand même partir, en sachant que vous aurez un gros boulot à faire au retour pour vous mettre à niveau avant votre année de M2. Mais comme vous serez très bon en langue, ça compensera. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Oui, quelque chose d'important. Quand on part pour 1 an, obligatoirement, sauf le semestre 4 de la licence 2 LEA dont je vous ai déjà parlé, et sauf en Master 1 CI où c'est un semestre. Et le 1 an n'est pas négociable. Je ne parle pas évidemment des aménagements liés à la pandémie cette année, dont j'espère que vous allez y échapper, et qui sont vraiment des mesures transitoires. Mais quand on part en licence 3e année, en Master 1, on part pour 1 an. Il n'est pas question de revenir au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, parce que on en a marre, on veut rentrer, etc. On peut le faire. Vous êtes tous adultes, vous prenez tous vos responsabilités. Sachez qu'à la faculté des langues, vous ne serez pas réintégrés dans l'année en cours. Ça veut dire que si vous partez en L3 et que pour Toussaint, vous décidez de rentrer, vous ne pourrez pas reprendre votre cursus à Lyon 3 comme si vous n'étiez pas parti. Si vous souhaitez le continuer, vous vous réinscrirez l'année d'après, évidemment dans le diplôme que vous n'avez pas validé. Donc il faut vraiment y réfléchir avant de partir. Il faut être conscient du fait que quand on part, le premier mois, c'est difficile, surtout quand on est dans une culture très différente de la nôtre. Quand vous arrivez en Italie, globalement, c'est pas très différent de chez nous. Quand vous arrivez en Asie, quand vous arrivez dans le Pacifique, c'est un peu différent. Il faut y réfléchir avant. C'est une expérience extraordinaire de partir, mais ça se mérite. Donc réfléchissez, prenez votre décision et sachez qu'une fois que vous êtes parti, vous êtes parti. Voilà, moi j'ai fait un petit peu le tour, sans doute de façon un peu trop rapide. Je m'en excuse, j'ai un débit un peu rapide et j'ai du mal à le gérer. Et puis j'attends vos questions. On va attendre les questions. On va attendre les questions. Peut-être une petite précision par rapport aux zones où vous pouvez partir en LEA, anglais, autre chose. Sachez qu'en Europe, la zone des pays nordiques, donc tout ce qui est Suède, Norvège, etc., est acceptée pour les LEA. Oui. C'est considéré comme une zone anglophone. Tout à fait. Par contre, la zone des pays d'Europe centrale et orientale, donc tout ce qui est République tchèque, Budapest, etc., ça, c'est pas accepté comme une zone anglophone. Non. Voilà, juste pour la petite précision. Et aussi, quand vous partez effectivement en LEA, il faut être vigilant quand vous partez dans une zone anglophone, il faut être vigilant sur la langue B. Parce que très souvent, dans pas mal d'universités, vous trouvez des cours de langue B, de la langue B que vous étudiez, mais pas forcément au niveau qu'il vous faut. Par exemple, si vous allez à Austin, aux États-Unis, vous allez trouver du russe. Il n'y a aucun problème. Sauf que le russe, il va être de niveau A1. Et que, étudiant en LEA, vous ne pouvez pas faire des cours de A1. Il vous faut des cours un peu plus élevés. Donc il faut vraiment faire attention quand vous allez choisir vos cours, quand vous allez vous
promener un petit peu sur les sites des universités, ce qu'on vous incite toujours à faire, pour voir un petit peu le programme. Fouillez bien, parce qu'il n'y a pas toujours les cours du niveau qu'il vous faut. Par exemple, si vous allez à Manchester, il y a toutes les langues possibles et imaginables, mais elles ne sont pas toutes autres que débutants. C'est un peu pareil chez nous, hein. Si les étudiants qui rentrent, ils peuvent dire « chouette, il y a du turc », c'est vrai, il y a du turc, mais c'est qu'un DU et c'est niveau débutant. Alors, on a une question. Si on part en L3, comment validons-nous la licence? Comme si on était à Lyon 3. Tout à fait. Quand vous partez, dans quelque année que ce soit, vous êtes et vous demeurez étudiant Lyon 3. Ce qui veut dire qu'on vous demande de ramener à l'étranger, alors si vous êtes en Europe, 60 CTS. Si vous n'êtes pas en Europe, l'équivalent d'un temps plein d'un étudiant local, parce que vous savez que les crédits que vous avez sur vos relevés de notes, c'est un système purement européen. Ça n'existe pas en Amérique du Nord, ça n'existe pas nulle part ailleurs. En Asie non plus. Donc, vous ne ramènerez pas les crédits, il n'y en a pas. Donc, vous allez ramener l'équivalent d'un temps plein. Par exemple, quand vous partez au Japon, on sait que vous avez des cours de japonais assez lourds qui vous occupent environ entre 15 et 20 heures par semaine selon les universités. On va vous demander à côté d'avoir un cours en anglais, et c'est tout. Parce que ça vous fait déjà un emploi du temps qui est assez fourni. On vous demande en fait de réussir vos examens dans l'université partenaire. Quand vous revenez, on convertit vos notes dans le système français. Vous savez à quelle sauce vous êtes mangé, puisque quand vous êtes sélectionné pour partir dans une université, je vous envoie les grilles de conversion de la zone en question, c'est-à-dire que vous partez par exemple l'année prochaine en Amérique du Nord. Au mois d'avril-mai, je vais vous envoyer la grille de conversion pour vous expliquer par exemple qu'un B aux États-Unis s'est converti en 13 sur 20 chez nous. Donc vous savez voilà, comment ça fonctionne. Et sur le même principe, vous gardez les avantages de votre statut. Ça veut dire que, alors que c'est le cas nulle part ailleurs dans le monde, vous bénéficiez de la compensation. Si vous avez une note à l'étranger en dessous de la moyenne, évidemment une fois convertie, et que par ailleurs votre moyenne générale est supérieure à 10, vous validez votre année et le diplôme si vous êtes en L3. Ce n'est le cas que chez nous. La compensation, ça existe nulle part. Et vous continuez à en bénéficier. Alors, on a quelqu'un qui nous demande si c'est possible d'être mis en contact avec des étudiants partis lors des années précédentes dans la zone qui vous intéresse. Donc, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de vous rapprocher du coordinateur administratif de la zone qui vous mettra en contact avec les étudiants. Ensuite, on a une autre question d'une étudiante qui est en LLCER anglais, mais avec une LV2 italien, et qui aimerait savoir si il ou elle, d'ailleurs, je ne sais pas, peut partir en Italie pour faire des cours en anglais et en italien. Non. Voilà. Non. Non, on part dans la langue que l'on étudie, obligatoirement. Alors, et on a une question sur comment se déroule la procédure de dossier d'inscription. Donc là, c'est pas spécifique à la faculté des langues. Je vous conseille de vous reporter à la vidéo justement là-dessus qu'il y a sur le salon virtuel, sur vraiment la page d'accueil. Et sinon, de venir contacter les coordinateurs administratifs qui seront disponibles tous les jours en chat de 14h à 16h, toutes les après-midi cette semaine. On pourra vous expliquer la procédure. Ensuite, on a une autre question. Si l'on est actuellement en L3 LEA, pour partir l'année prochaine en M1, peut-on partir seulement avec la faculté de langue ou aussi avec l'IAE ou la faculté de lettres par exemple? Si vous êtes en L3 LEA, si vous souhaitez partir avec, vous partez bien comme vous voulez, simplement ça suppose que vous soyez accepté dans le master de l'IAE ou de la faculté des lettres. Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui à cette heure-ci. Je ne sais pas, c'est-à-dire vous candidatez en master à l'IAE et éventuellement, vous pouvez partir, oui, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être accepté
dans un master de la faculté des lettres ou de la faculté ou de l'IAE, là, très honnêtement, je n'ai pas de boule de cristal. En fait, quand vous faites votre candidature, vous candidatez pour partir en mobilité dans un diplôme spécifique. Donc si actuellement vous êtes en L3, LEA, vous pouvez tout à fait postuler pour partir dans un M1 de l'IAE, dans un M1 de la faculté de lettres. C'est tout à fait libre, ça c'est votre choix de cursus scolaire. Nous, on n'a pas notre mot à dire là-dessus. Ensuite, on a un étudiant qui demande s'il peut partir en tant que lecteur dans les universités partenaires en M2, pendant l'été de M1 à M2. Alors, pour ce qui est des statuts de lecteur, je vous invite à contacter plutôt par mail Nathalie Mandon, qui est professeure d'anglais et qui gère tout cet aspect-là pour les lecteurs d'anglais qui partent. Alors, généralement, on ne part pas pendant l'été, sauf erreur de ma part, on part sur un semestre ou sur une année. Mais vous avez déjà des informations sur le site de la faculté des langues et vous avez le contact du professeur référent qui pourra vous répondre de façon plus précise que moi. Et pour ce qui est des summer sessions, donc tout ce qui est université d'été, vous pouvez tout à fait partir, mais c'est une démarche personnelle. Donc vous avez sur le site internet toutes les universités d'été que proposent nos universités partenaires, mais c'est une démarche que vous faites de vous-même. Nous, c'est vraiment individuel. Vous n'avez pas de bourse ou ce genre de choses pour partir. Ensuite, on a un étudiant qui est en LEA anglais, espagnol, DU allemand. Est-il possible de partir en Allemagne ou non? C'est toujours la même réponse, c'est non, vous partez soit dans zone anglophone, soit en zone hispanophone. Le DU ne permet pas objectivement, que ce soit l'allemand ou ailleurs, ou autre chose d'ailleurs, le niveau du DU ne permet pas de partir dans le pays en question. Ensuite, je suis en LEA anglais-russe. Puis-je partir à Vilnius? Sachant qu'il y a une grosse communauté russe là-bas. Alors, à vérifier, parce que je sais qu'on a déjà envoyé des étudiants à Vilnius. Je ne suis pas sûre que c'était en anglais-russe, mais je pense que on doit trouver les cours de russe sans problème, et évidemment les cours d'anglais, donc je dirais plutôt oui, mais à vérifier. À vérifier, peut-être écrire à la coordinatrice académique de la zone PECO, c'est Natalia Gamalova. Voilà. Vous trouverez son contact sur le site internet. Ensuite, on a une autre question. Est-ce possible de partir en L3 seulement un semestre en LEA parcours normal ou en LEA option commerce international? Alors, en LEA parcours normal, c'est non. En L3, on part obligatoirement pour l'année entière, sauf effectivement si on est en commerce international, où là, on ne peut pas partir pour l'année entière, on ne peut partir qu'au semestre 6. Alors, ça pose un problème, on va dire, un peu technique, c'est-à-dire que vous êtes probablement actuellement en L2, et si vous faites un dossier de commerce international, vous allez le faire au mois d'avril. En revanche, vous allez faire votre dossier pour partir à l'étranger dans un mois, même Maintenant. pas. Maintenant. Oui. Maintenant. Maintenant, me corrige Camille, donc dépêchez-vous. Et évidemment, vous ne le savez pas. Donc là, il faut vraiment mettre dans votre... quand vous postulez, vous avez la possibilité d'indiquer, vous indiquez votre diplôme. Il faut vraiment bien préciser sur votre dossier que vous allez postuler en commerce international, que dans ce cas-là, ça sera que pour le semestre 6, et que si vous n'êtes pas pris en commerce international, vous voulez quand même partir pour l'année. Parce qu'on a souvent le contraire, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui font un dossier pour partir à l'année, qui sont sélectionnés, et qui à la fin sont aussi pris en commerce international et qui nous disent « Ah non, mais moi je veux partir qu'au semestre pair ». Et ça pose des tas de problèmes, d'abord parce qu'au niveau de nos partenariats, ce n'est pas toujours possible d'envoyer un étudiant que pour un semestre, qu'on vous a affecté pour l'année et que c'est vraiment très compliqué. Donc faites attention sur vos choix. Mais là, pour le coup, ce n'est pas de votre faute. C'est vrai que c'est très compliqué. On ne peut pas savoir à l'avance si on sera pris ou pas dans le parcours commerce international. Alors, on a une question juste un peu technique. Quand on parle d'une année scolaire. C'est pas 12 mois complets, c'est de septembre à juin. Oui, voilà, c'est de septembre à juin, tout à fait. Si vous partez en Asie, c'est souvent de juillet, voilà. Mais oui, on parle d'année scolaire, de semestre scolaire. De semestre scolaire.
Alors, on nous demande la différence entre partir dans le cadre d'un échange Erasmus et partir avec une université partenaire. Alors, effectivement, c'est un peu le jargon. Oui. C'est la même chose. En fait, si vous partez dans le cadre Erasmus, vous allez partir dans une université partenaire, mais c'est dans le cadre d'Erasmus, donc c'est un accord, il y a un certain contrat qui a été rédigé par l'agence Erasmus. Et si vous partez dans d'autres universités partenaires, par exemple en hors Europe, tout ce qui est États-Unis, Asie, Amérique latine, l'échange sera le même, c'est juste que ce ne sera pas le contrat Erasmus parce que ce n'est pas dans l'Europe. Voilà. Mais pour vous, c'est la même chose, c'est la même candidature, c'est le même dossier. C'est juste après, une fois que vous êtes affecté, vous avez un contrat en plus à signer dans le cadre d'Erasmus. Voilà, c'est vraiment juste une question un peu administrative. Oui, la base de l'échange est la même. Ça ne change rien. Sachez juste que si on parle d'Erasmus, c'est forcément en Europe, parce que c'est un programme européen. Et hors Europe, ça ne peut pas s'appeler Erasmus, parce que justement, ce n'est pas l'Europe. Mais pour vous, il n'y a aucune espèce de différence. Ouais. Ensuite, on a une étudiante qui est en LEA, un étudiant d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis une, en LEA anglais-russe. Est-ce qu'il ou elle peut partir en Russie pour son S4? Oui. Donc la réponse est oui. Oui. Et l'étudiant suit un DU d'espagnol. Donc, alors, le problème des DU, c'est un peu compliqué. Si vous partez, il y a des pays dans lesquels vous pouvez prendre autant de cours que vous le souhaitez. C'est le cas en Russie, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie aussi, dans un certain nombre de pays. Donc, si vous êtes dans une licence, quelle qu'elle soit, avec un DU, si l'université dans laquelle vous partez, d'une part, propose les cours du DU en question et vous autorise à prendre le nombre de cours que vous souhaitez, vous pouvez tout à fait continuer votre DU. Il faut simplement bien penser en vous inscrivant de bien vous réinscrire dans le DU pour qu'on puisse vous le valider au retour. En sachant que, bien évidemment, c'est comme si vous étiez ici. Vous ramenez 60 crédits au titre de votre licence et vous ramenez, on va dire, un cours par semestre supplémentaire au titre de votre DU. En revanche, si vous partez par exemple dans une zone, alors en zone anglophone c'est toujours le cas, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Amérique du Nord ou dans le Pacifique, vous ne serez autorisé à prendre que 4 cours par semestre. L'accord est fait comme ça. Dans ce cas-là, il est bien évident que dans ces 4 cours, il n'y aura pas un cours de DU. Il y aura, si vous êtes en LEA, un cours de langue B, des cours d'application en anglais. Alors, soit 3 cours d'application en anglais et un cours de langue B, soit un cours d'anglais, un cours de langue B et 2 cours d'application en anglais. Mais vous ne pourrez pas continuer votre DU parce que vous ne serez pas autorisé à prendre des cours supplémentaires. Donc là, ça dépend vraiment d'où vous allez et on n'a pas la main dessus. À ma connaissance, en Russie, vous pouvez prendre tous les cours que vous voulez. Donc, sous réserve que vous trouviez un cours d'espagnol, vous pouvez parfaitement continuer votre DU. Ensuite, alors on a plusieurs questions qui sont plus pratico-pratiques sur le dossier. Oui. Si on demande plusieurs zones, a-t-on une réponse par zone ou une réponse globale? Donc on va faire ça rapidement parce que ça ne concerne pas spécifiquement la faculté des langues. Vous avez une réponse par zone. Et si vous êtes accepté à votre première zone, on ne vous donne pas de réponse pour la seconde zone. Du coup, on part du principe que la première zone, c'est celle que vous préférez. Pour la personne qui passe le TOEFL le 2 novembre, quand vous rendez votre dossier, vous n'aurez peut-être pas vos résultats de test de langue, c'est pas grave. Le dossier est à rendre le 16 novembre et les tests de langue, vous avez jusqu'au 31 décembre pour les passer. Donc en généralement, il n'y a pas le résultat du test de langue dans les dossiers, c'est pas problématique. Vous pouvez tout à fait partir à l'étranger en licence puis en master. Tout à fait. 2 mobilités sont possibles. Quand est-ce qu'on reçoit les réponses de candidature? C'est entre janvier et fin février en fonction des zones que vous avez demandées. Voilà. Ensuite, pour les questions liées à la faculté des langues, nous avons un étudiant qui est en LEA et qui fait une LV3 japonais. Oui. Du coup, il demande s'il doit s'orienter uniquement vers les universités donnant des cours de japonais ou non. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous êtes
alors en LEA, quel que soit votre UEO, que ce soit LV3, que ce soit communication, que ce soit tout ce qu'on veut, quand vous partez à l'étranger, on considère que vous basculez en UEO gestion. Je vous explique pourquoi. D'abord, la LV3, typiquement, c'est le cas de cet étudiant, vous ne la trouverez pas facilement. Et selon les zones dans lesquelles vous allez, il est hors de question que vous preniez, si vous n'avez que 4 cours, il n'est pas envisageable que là, dans les 4 cours, il y ait un cours de LV3. Donc, on vous demande de prendre des cours d'application, des cours d'anglais, des cours de langue B, et on validera votre licence avec ça. Enfin, de façon plus, on va dire, plus synthétique, dès lors que vous partez, vous n'avez plus d'UEO. Alors, vous ramenez bien les crédits, sinon on ne va pas être d'accord au retour, mais on considère que vous n'êtes plus tenu par votre UEO, puisque à l'étranger, vous êtes dans un autre système avec d'autres types de cours et qu'on ne peut pas calquer le système français. Donc on avait un étudiant qui posait un peu la même question, qui est en anglais-allemand avec UEO russe. Oui. Donc pour reprendre ce qu'a dit Jacqueline, soit vous trouvez des cours de russe et vous continuez le russe et tant mieux, soit vous basculez sur d'autres matières. Voilà. Alors en anglais-allemand, si vous partez en Allemagne ou en Autriche, en Allemagne, vous trouverez sans aucun problème des cours de russe. Et comme vous ne serez pas limité dans votre nombre de cours et que les cours en Allemagne ont à peu près le même poids que chez nous, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cours qui font 3 crédits, 5 crédits, etc., c'est tout à fait possible dans ce cas-là de garder votre cours de russe parce que vous allez trouver un cours de russe qui fera 3 crédits et que ça passera très très bien dans votre plan de cours. Mais c'est vraiment au cas par cas en fonction de la zone et des cours que vous pouvez prendre sur place. Alors, juste quand on parle de zone, on parle ni de l'université ni du pays, les zones géographiques. Quand vous allez sur la page université partenaire du site de Lyon 3, sur la page internationale, dans les zones, en fait, on a regroupé plusieurs pays. Donc, par exemple, dans la zone germanophone, on a l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse germanophone. Dans la zone Europe du Sud, il y a l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Voilà, quand on parle de zone, c'est plusieurs pays. C'est pour simplifier les choses. Alors, un étudiant nous demande pour l'Espagne s'il doit passer le TOEFL ou le TOEIC. Si vous partez pour faire des cours en espagnol, ni l'un ni l'autre. Votre niveau sera évalué pendant l'entretien. Par contre, si vous partez pour prendre des cours en anglais, là, il faudra passer le TOEIC. Et là, vous n'êtes pas à la faculté des langues. Parce que c'est pas possible. Voilà. Est-ce que tu conseilles plutôt de partir l'année du M1 ou du M2 ? Ça dépend de votre cursus, c'est-à-dire que ça dépend de ce que vous voulez faire. D'une manière générale, en M2, normalement, vous avez un semestre de cours, pour les masters LEA par exemple, un semestre de cours et un semestre de stage. Vous avez la possibilité, dans le master langue gestion, de partir soit un semestre à l'étranger et un stage de préférence à l'étranger, soit 2 semestres à l'étranger. C'est vous qui décidez. D'une manière générale, pour l'insertion professionnelle, c'est toujours un petit peu embêtant de sortir avec un master professionnel sans avoir mis les pieds dans une entreprise. Moi, j'aurais tendance à dire que pour beaucoup de diplômes, c'est mieux de partir en M1, à l'exception éventuellement du Japon où les enseignants du département de japonais vous demandent de partir ou en L3 ou en M2, en sachant que quand vous partez dans le master langue culture entreprise, qui est le master professionnalisant de la filière LLCER, et que vous partez au Japon, vous partez 1 an en M2 au Japon, et vous rédigez un mémoire sur le Japon avec des sujets que vous donnent vos enseignants, qui comptent pour 30 crédits, comme si vous aviez fait un stage ou un mémoire recherche. Et donc au Japon, on part en M2. Après, ça dépend de votre cursus. Si vous voulez faire par exemple un master MEF, vous dirigez dans l'enseignement ou préparez l'agrégation en LCER, on vous conseille plutôt de partir en L3. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire. Sur les masters sélectifs comme le langue droit commerce, si vous voulez partir, il faut partir en M1. Okay. Mais ça, vous avez mon mail, vous pouvez me poser des questions après au coup par coup. En fonction de ce que vous voulez faire, c'est plus facile de vous répondre. Il n'y a pas de réponse générale
qui soit valable pour tout le monde. Alors, 2 questions rapides. Vous pouvez tout à fait partir en S4 de votre L2, puis en L3. Ah oui, c'est pas... Faut juste pas oublier de faire le dossier. Vous n'êtes pas puni. Il faut juste pas oublier de faire le dossier, comme dit Camille. Et si vous êtes à l'étranger, on fait un entretien en ligne. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Quelqu'un nous demande si les voyages en Asie seront possibles dès l'année prochaine. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Nous espérons que oui, mais clairement, on ne peut pas du tout prédire comment la situation sanitaire va évoluer. Donc, on va faire les dossiers de candidature comme si tout allait bien, en se disant qu'en septembre, tout sera possible. Et on verra malheureusement comment évolue la situation. Donc, on peut espérer quand même que vous soyez un peu plus privilégiés que l'année en cours, où ça a vraiment été c'est toujours très compliqué. Les étudiants ne sont pas partis en semestre impair, quasi pas. Et ils vont très peu partir en semestre pair, vu comment ça se présente. Mais on n'a pas de réponse à ça. Mais on n'a pas de réponse à ça. On en sait autant que vous. Alors, quelles sont les conditions pour partir pour le niveau de langue si on va dans le pays de sa langue B? Alors, les conditions pour partir, de toute façon, il faut avoir un bon niveau en langue. Vous savez que globalement, pour être capable de prendre des cours dans une langue quelle qu'elle soit, il faut avoir minimum un gros B2 ou un petit C1. Pour être dans le cadre de référence, sinon c'est très compliqué. Et de toute façon, votre niveau de langue, il sera évalué à l'entretien, puisque l'entretien organisé par mes camarades des relations internationales et les enseignants responsables de zone, il se fait dans la langue du pays dans lequel vous postulez. Donc le niveau de langue, il sera évalué à ce moment-là. Il faut évidemment un bon niveau de langue, mais ça tombe sous le sens. Oui, en général, ça équivaut à entre B1 et B2, le minimum, que vous puissiez suivre les cours, parce que si on vous envoie et que vous avez un niveau qui n'est pas suffisant, vous allez juste galérer. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Parce que vous avez quand même votre année à valider. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande en Espagne comment fonctionne le modèle scolaire. Rapidement, en Espagne, c'est comme en France. Chez nous. C'est avec les crédits ECTS, vous aurez à peu près le même nombre de cours. Tous les cours sont à 6 crédits en Espagne, donc c'est d'une simplicité biblique. Vous en prenez 10 et vous validez votre année, enfin vous en validez 10. Et franchement, c'est très similaire. Il existe une deuxième session. Je crois que c'est sans doute le système qui est le plus proche du système français. Voilà. Et on nous demande aussi, quand vous prenez des cours à l'étranger, vous n'êtes pas obligé de prendre des cours d'une licence spécifique. Vous prenez des cours à la carte. En tant qu'étudiant étranger, vous n'êtes pas obligé de suivre un programme. Vous prenez un peu tous les cours qui sont disponibles aux étudiants étrangers. Voilà, donc il ne faut pas vous focaliser sur un programme. Une question pour des étudiants en double licence, LEA, IAE. Cet étudiant a mis sa L3 LEA en pause cette année pour la faire l'année prochaine à l'étranger. Comment ça se passe pour les cours, du coup, nous demande-t-il. Ça se passe comme... Normalement. Normalement, simplement, dès lors que si vous l'avez mis en pause, ça veut dire, j'imagine, que vous n'êtes inscrit cette année que dans la licence de l'IAE. L'an prochain, vous postulez à l'étranger, vous partez à l'étranger, vous ramenez 60 crédits au titre de votre licence LEA. Je pense pas le problème. Je pense que comme la question était peut-être comme vous avez dédoublé votre licence, vous ne devez pas valider seulement 80 crédits en 2 ans. Voilà, vous en validez, vous validez 60 et 60 vu que vous avez dédoublé. C'est peut-être ça. Alors, une question pour les tests de langue. Comment s'inscrire pour le TOEFL et le TOEIC pour l'Angleterre? Alors, pour l'Angleterre, ne vous inscrivez pas aux tests de langue. À cause du Brexit, on ne sait pas encore quel test de langue vous allez avoir besoin de passer pour le visa. On attend les informations qui ne devraient pas tarder à arriver normalement du Conseil européen. Pour l'instant, ne vous inscrivez ni pour le TOEIC ni pour le TOEFL si vous avez décidé de postuler en Angleterre parce que c'est possible que ces 2 tests soient inutiles et que ce soit un autre test qu'il faille passer. Donc vraiment, si vous cherchez à postuler au Royaume-Uni, ne passez pas de test, on vous donne l'info dès qu'on l'a. Il est urgent d'attendre. Voilà, et de toute façon, on décalera très certainement la date du 31 décembre si on a l'information trop tard pour les tests, donc vous inquiétez pas trop là-dessus, on sait que c'est un peu particulier cette année. Peut-on partir en Russie et suivre majoritairement des cours en anglais? Non. Voilà. Réponse. Non, on part en Russie quand on est soit en licence de russe, soit en licence LEA anglais-russe.
Après, vous pouvez prendre quelques cours en anglais, mais pas la majorité. Voilà. Non. Est-il possible de faire son master dans la totalité en échange Non. les 2 années? Non, c'est pas prévu au catalogue. Les échanges en master, c'est sur une des 2 années. Sauf pour le master LEA anglais-polonais, Oui, alors, qui existe à Lyon 3, mais qui ne se passe pas à Lyon 3. voilà. Ça se passe forcément à l'étranger, du coup. Voilà, mais c'est l'exception. Mais je ne suis hein. pas sûre que ça va perdurer. Est-ce que lors de l'entretien, les 2 langues qui seront étudiées seront évaluées? À ma connaissance, non. Les enseignants vous font passer, vont évaluer la langue du pays dans lequel vous postulez, mais ils vont quand même regarder vos résultats. Donc si vous êtes en LEA, quelle que soit la combinaison de langues, et si vous postulez pour l'Italie, mais que votre niveau d'anglais est catastrophique, ça risque d'être un problème quand même. En fait, on évalue la langue dans laquelle vous allez suivre les cours, C'est ça. parce que c'est quand même le plus important. Voilà. Après, si vous postulez pour 2 zones différentes, si vous êtes par exemple en LEA anglais-espagnol et que vous avez postulé pour l'Angleterre et pour l'Espagne, Vous aurez 2 là, entretiens. vous aurez 2 entretiens, un en anglais et un en espagnol, du coup, pour évaluer les 2. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Super. mais je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ah si. Alors, à quel moment de la procédure d'inscription devons-nous choisir nos matières à la carte? Les choix de cours, vous les ferez qu'une fois que vous serez affecté dans l'université, Voilà. donc bien plus tard, à partir de janvier, février, même Oui, mars. même mars-avril. Même plus tard. Donc en fait, vos choix de cours, on va parler brièvement si vous voulez, vos choix de cours, vous allez les faire à partir des tableaux qu'on vous a envoyés, mais vous allez surtout les faire en dialoguant avec le professeur responsable, enfin qui est tuteur pédagogique pour l'université, la zone ou l'université dans laquelle vous partez. Je dis la zone parce que par exemple, si vous partez en Espagne, c'est Madame Teston pour toute l'Espagne. Si vous partez au Royaume-Uni, compte tenu du nombre d'universités et surtout du nombre d'étudiants qui partent, vous avez, les tuteurs sont affectés par paquet d'universités. Donc si c'est Leeds, ça sera M. Sherat, mais si par exemple c'est Leicester, ça sera M. Sarson. Donc vous avez trois tuteurs en fait. Et les plans de cours, vous allez choisir vos cours. Alors, d'une part en regardant sur le site de l'université partenaire. Je vous envoie, lorsque vous êtes affecté dans une université, je vous envoie des tableaux Excel qui regroupent en fait les... Alors là, c'est par zone, donc vous en avez une qui prend tout le Royaume-Uni, enfin toute la zone anglophone. Et vous pouvez choisir l'université, vous pouvez choisir le diplôme, choisissez tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire des tris et vous voyez les cours qui ont été pris par les étudiants qui vous ont précédé sur les 3 années précédentes. Alors, ce n'est pas gravé dans le marbre parce que les universités, elles sont comme chez nous, de temps en temps, elles changent leurs cours. Mais ça vous donne quand même des points de repère et de savoir, par exemple, que les étudiants qui étaient affectés à Swansea, par exemple, au Royaume-Uni, ont en littérature pris un cours sur le mythe de Barbe Bleue et que ce cours, ils ont réussi à le valider. C'est-à-dire que moi, j'enlève les cours, je ne vous communique pas les cours accidentogènes, il y en a tout le temps, pas forcément de votre faute, mais par exemple, vous avez des intitulés de cours qui vous laissent penser que vous allez trouver quelque chose qui correspond à ce que, d'une part, vous cherchez et ce pourquoi vous avez les éléments pour suivre. Et puis, à l'arrivée, c'est pas du tout ça, et il y a de temps en temps des accidents industriels sur des cours qui ne sont pas du tout à la portée des étudiants qui les ont choisis. Donc ces cours-là, je fais en sorte que vous ne les choisissiez pas, et moi j'en garde un catalogue, si je puis dire, que je ne vous communique pas, mais si vous me posez la question, je vous dis halte là, prenez autre chose. Donc vous choisissez avec ça, vous allez sur le site, soyez curieux, et puis vous le faites valider par le professeur suiveur, qui va vous dire, ça ok, ça vous pourriez peut-être trouver autre chose. Il faut trouver un équilibre entre, donc si vous êtes en LCE, littérature, civilisation et linguistique, mais on ne vous demande jamais de suivre ce que vous auriez suivi ici. Ça n'a aucun intérêt, et puis vous ne le trouveriez pas, mais ça n'a aucun intérêt. Donc par exemple, la civilisation,
Chez nous, c'est une approche uniquement historique. En civilisation, en LCER, vous faites que de l'histoire. Quand vous allez ailleurs, vous aurez une approche qui sera parfois historique, mais parfois complètement différente. Et c'est ça qui est intéressant. Donc on ne vous demande pas de coller vos cours. Il faut juste que ce soit cohérent. Alors, on a plusieurs questions, pareil, un peu sur la candidature. Je vais y répondre assez brièvement, parce que ce n'est pas forcément le lieu. Pour l'étudiant qui veut savoir comment on s'inscrit aux tests de langue TOEFL, TOEIC, je vous conseille de venir à la réunion sur les tests de langue et d'aller voir sur le site, pareil, de l'université, à la page internationale Partir à l'étranger. Vous avez un onglet Tester votre niveau de langue, et c'est là que vous aurez toutes les informations sur le TOEIC et le TOEFL. Ensuite, pour les étudiants qui posent des questions sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est affecté dans une zone, quand est-ce qu'on sait dans quelle université on va, comment est-ce qu'on peut postuler, est-ce qu'on postule dans un pays ou dans une université, tout ce genre de questions sur la candidature. Vraiment, regardez la vidéo qu'on vous a fait sur comment faire le dossier, et aussi venez nous parler toutes les après-midi. Tous les coordinateurs de zone seront disponibles, et pour des questions générales comme ça, vous pouvez demander à n'importe quel coordinateur de zone qui sera capable de vous répondre. Donc là, on va se concentrer plutôt sur les questions pour la faculté de langue, mais vraiment toutes les questions sur le dossier, n'hésitez pas à nous les poser cet après-midi via le chat, ou à nous envoyer un mail, enfin voilà. Venir nous voir aussi, on est encore dans nos bureaux. Alors, est-ce que c'est possible de partir un semestre en M1 et un autre semestre en M2 ? Non. Voilà. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Une autre question pour la double licence. On y a répondu tout à l'heure, mais on peut diviser la double licence en L3, faire une année LEA, une année IAE. Sachez qu'il y a aussi des pays où vous pouvez faire votre double licence en un an. C'est tout à fait possible. Par exemple, l'Allemagne, ça marche très bien. En Allemagne, ça marche très bien. Il y a plein d'universités où la double licence anglais-allemand est possible. Vous pouvez aller à Bamberg, vous pouvez aller dans plein d'universités. Et comme vous pouvez prendre autant de cours que vous voulez, c'est possible. Ça demande pas mal de travail parce que en Allemagne, d'une manière générale, comment vous dire, la proportion entre le travail en cours et le travail à la maison n'est pas la même que chez nous. Vous avez beaucoup plus de travail, de préparation et de travail à la maison, comme dans tous les pays anglo-saxons en fait. Donc quand vous prenez beaucoup de cours, vous avez beaucoup de boulot. Mais c'est possible, et il y a plein d'étudiants qui y arrivent très bien tous les ans. Tout à fait. Et il y a aussi en Europe, il y a Dublin. Dublin aussi, qui est possible. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de destinations possibles, mais il y en a quand même. Si vous souhaitez ne pas dédoubler votre licence, on peut trouver des solutions. Alors, les étudiants qui demandent où trouve-t-on les options de destination pour un échange en M1, pareil, allez voir sur le site, dans les universités partenaires. En gros, les échanges sont signés pour les licences et les masters, à la seule exception qu'au Royaume-Uni, vous ne pourrez pas partir en master 2. Non, c'est pas prévu. Mais sinon, vous allez voir, c'est sur la liste. Alors, pour une LEA anglais-espagnol, DU allemand, je trouverais plus facilement une licence à peu près correspondante en Espagne ou en Scandinavie. C'est pareil. C'est pareil. Ça dépend un peu de la langue que vous voulez privilégier. C'est-à-dire qu'en Scandinavie, clairement, vous aurez un très bon niveau en anglais, il n'y a pas de souci. Vous allez prendre... la différence, c'est qu'en Scandinavie, vous allez avoir tous vos cours en anglais, sauf un cours en espagnol. Et si vous partez en Espagne, vous aurez la majorité de vos cours en espagnol et sans doute un ou deux cours d'application en anglais. Mais c'est vraiment votre choix à vous. Vous reviendrez d'Espagne avec un meilleur niveau en espagnol et vous reviendrez de Scandinavie avec un meilleur niveau en anglais. C'est quasi évident parce que votre langue du quotidien sera dans un cas l'espagnol et dans l'autre l'anglais, mais c'est vraiment votre choix. Moi, je vous conseille de partir dans la langue dans laquelle vous avez le plus de difficultés, parce que l'autre, elle suivra. Et après, c'est vrai que si vous partez en Espagne, vous aurez les cours en espagnol et avec les autres étudiants internationaux, vous parlerez peut-être beaucoup anglais. Voilà. Donc vous risquez de pratiquer plus les deux langues en Espagne plutôt qu'en Scandinavie. Vous ne parlerez pas espagnol avec d'autres personnes, vous parlerez qu'anglais. Vous parlerez qu'anglais. Donc si vous voulez peut-être travailler les deux langues, plutôt favoriser l'Espagne. Mais après, de toute façon, à partir du moment où l'échange est possible, et les cours sont équivalents dans toutes les universités, il n'y a pas de
Il n'y a pas d'université où les cours sont plus équivalents que dans d'autres. Si on vous dit que vous pouvez partir, Voilà. c'est que ça fonctionne pour les cours. Après, il y a un aspect financier. Il est clair que l'échange en Espagne est plus économique que l'échange en Scandinavie. Voilà. Alors, lorsqu'une université est partenaire avec Lyon 3, peut-on postuler à n'importe quel programme master ou seulement certains spécifiques? Ça rejoint... Master chez nous ou Je ne suis pas sûre, mais je pense que ça rejoint la question de tout à l'heure. Quand vous partez en échange, dans l'université partenaire, vous n'allez pas choisir les cours que d'un seul master. Vous allez prendre des cours à la carte. Donc, il ne faut pas vous focaliser sur un programme. C'est vraiment, vous allez prendre d'ailleurs en général pour chercher les cours, il faut passer par la page étudiants internationaux, étudiants en échange et vraiment chercher le catalogue de cours qui sont ouverts aux étudiants internationaux parce que ce n'est pas tous. Donc vous ne focalisez pas sur un master spécifique. Je suis étudiante en LEA anglais-russe et je suis au collège des langues. Est-ce que si je pars à l'étranger, je validerai quand même la mention collège des langues à mon retour? Oui, vous la gardez. Vous la gardez parce que le Collège des langues, c'est un fonctionnement un peu particulier et il a été décidé à la faculté des langues que dès lors que vous aviez suivi les 2 premières années, ce sont des cours de culture générale, d'ouverture, etc. Donc le fait de partir à l'étranger, ça va assurer la partie culture générale et ouverture et donc vous gardez le bénéfice de votre mention en 3e année, même si de fait vous n'êtes pas là. Ok. Lorsqu'on part dans un pays d'Asie en F3, doit-on obligatoirement suivre des cours dans la langue du pays ou est-ce qu'on peut suivre les cours en anglais? Non, alors quand on part en Asie à la faculté des langues, c'est parce qu'on étudie une langue asiatique et donc on prend des cours de la langue asiatique. Alors, vous aurez forcément un cours ou 2 en anglais, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que les cours, vous aurez les cours de langue dans la langue. Après, les cours un peu de civilisation ou les arts traditionnels chinois ou je ne sais quoi, ça sera forcément en anglais, enfin, généralement parce que vous n'avez pas un niveau dans la langue asiatique qui permette de faire autrement, mais vous y allez pour suivre des cours de chinois, de japonais, de coréen. Il n'est pas possible à la faculté des langues d'aller en Chine, au Japon, en Corée pour suivre un cursus en anglais. C'est vraiment pas possible. Et ça ne le deviendra pas. Ensuite, je suis d'accord de partir dans un pays de langue dans lequel on est le moins à l'aise, l'espagnol par exemple, mais du coup je suis un peu embêtée de ne pas avoir le niveau attendu pour l'entretien. Que voulez-vous que je vous réponde? Moi je vous ai répondu ça. Alors évidemment que si votre espagnol est vraiment faible, peut-être que ce n'est pas une bonne idée de partir en zone hispanophone, parce que si vous partez, déjà on risque de ne pas vous laisser partir, et quand bien même on vous laisserait partir, si vraiment vous avez le sentiment que vous n'avez pas un niveau d'espagnol qui vous permette de suivre des cours, il ne faut pas aller à l'abattoir, enfin, faut raison garder. Donc, soit vous décidez de faire un gros effort en espagnol et vous vous sentez capable d'ici votre départ, parce que là, vous faites votre dossier, nous sommes au mois d'octobre, mais vous partez en septembre de l'année suivante. Donc, soit vous avez la possibilité et la volonté de travailler votre espagnol et d'améliorer votre niveau, c'est pas si dur, pour pouvoir partir dans de bonnes conditions. Soit si vraiment vous vous dites, si je vais en Espagne, je ne vais rien comprendre, allez pas en Espagne. C'est pas raisonnable. Après, l'entretien, il se fait pas avant fin novembre, même pour l'Espagne, ce sera plutôt janvier-février. Donc vous avez le temps. Vous avez encore quasiment tout un semestre pour travailler votre espagnol. L'entretien, vous irez à la réunion sur l'entretien, comment le préparer. C'est quelque chose qui se prépare. On va vous demander pourquoi vous voulez partir. Donc vous avez tout à fait la possibilité de préparer vos phrases en espagnol. Préparer vos questions. Enfin, c'est pas, on va pas vous demander à l'entretien des choses. C'est pas un entretien surprise. Vous savez ce qu'on va vous c'est demander. Pas ubuesque. On va pas vous demander. Le but, c'est pas de vous piéger. On ne va pas vous piéger. Donc, vous pouvez deviner, et puis vous pouvez demander aux petits camarades qui sont partis avant quel type de questions on pose, ou même à nous, on va vous dire ce qu'on va vous demander. Donc, vous pouvez, comme dit Camille, vous préparer. C'est pas quelque chose d'insurmontable quand même. Oui.
Puis vous avez à Lyon 3, il y a quand même pas mal de choses mises en place pour les Oui. langues. Vous avez la maison des langues, Tout à vous avez fait. la possibilité de parrainer un étudiant espagnol qui est en ce moment à Lyon 3. Enfin voilà, n'hésitez pas, il y a vraiment plein de solutions pour améliorer votre niveau de langue d'ici septembre prochain. Il vous reste 1 an. Normalement, c'est jouable. Alors, du coup, la question sur les cours de tout à l'heure vient de se Oui. préciser. Doit-on s'inscrire dans un master spécifique à Lyon 3 pour pouvoir faire un échange en M1? Ah, non, ben voilà, c'est plus simple. La Donc, question est plus claire. c'est plus clair. Alors, vous pouvez vous inscrire dans... Devez. Vous pouvez ou vous devez vous inscrire, postuler dans n'importe quel master pour partir en M1, sauf le master de traduction en LEA, qui lui ne fonctionne qu'avec le double diplôme et qui est très spécifique. Et autrement, ben dans les... je ne vois pas lesquels vous ne pouvez pas prendre. Il faut, alors, sauf si vous êtes en LCE japonais, je ne sais pas en quoi vous êtes, mais il n'y a pas de master spécifique qui... La seule exception, c'est le master commerce international, puisque lui, son régime est particulier, puisque vous avez obligatoirement le semestre 2 du master 1 à l'étranger et le stage du semestre 4, donc du master 2, à l'étranger. Mais celui-là, à part celui-là, tous les autres vous permettent de partir en M1 dès lors que vous n'étudiez pas le japonais en LLCE. Après, peut-être que la question c'est est-ce qu'on doit s'inscrire à un master à Lyon 3, tout simplement? Alors oui, pour partir. pour partir, vous êtes obligatoirement étudiant de Lyon 3. Ou alors vous partez avec quelqu'un d'autre. Mais si vous partez avec nous, c'est que vous êtes étudiant de Lyon 3. Donc il faut effectivement faire votre dossier de candidature. Si vous êtes en L3 et que vous voulez partir en master, mais il faut faire votre dossier de candidature en master. C'est obligatoire de toute façon, vous partiez ou pas. Et ça se fait, sauf erreur, au mois d'avril-mai, cette affaire. Et donc vous postulez. Alors, vous postulez à des masters sélectifs. Vous pouvez aussi postuler à un master qui est moins sélectif, qui est le langue gestion. Et après, si vous êtes par ailleurs retenu pour un échange, le fait d'être dans un master sélectif ou dans le master langue gestion n'a pas d'incidence sur votre départ, sauf évidemment le commerce international et le traducteur dont je vous ai parlé. Quand vous faites votre dossier de candidature, vous sélectionnez le master à Lyon 3 dans lequel vous voulez partir en fait. Voilà. Vous partez dans le cadre d'un master. Vous Voilà. partez pas juste comme ça. Vous partez avec un master spécifique. Puisque quand vous revenez, on valide une année à Lyon 3. Donc il faut bien que vous soyez inscrit quelque part. Oui. Quelqu'un demande comment ça se passe pour le logement. Alors c'est spécifique à chaque université partenaire. Donc ça pareil, c'est une question que vous pouvez poser plutôt au coordinateur sur le forum international. Les entretiens se font-ils en français ou dans la langue du pays où l'on souhaite partir? Dans la langue du pays. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Avec l'option commerce international, vous avez dit qu'il est obligatoire de partir au S2 du M1 et aussi à quel autre moment? Alors, au S2 du M1 et au S4 du M2. Alors, le S2 du M1, c'est un départ obligatoire, ce qui veut dire que, quelle que soit votre combinaison de langues, on vous proposera une université partenaire. Et le S4, en fait, c'est que dans ce master, vous faites obligatoirement votre stage de 5 mois minimum à l'étranger. Okay. Alors, si on demande une zone anglophone et une zone hispanophone, on fait deux entretiens. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, Vous avez bien compris? vous avez bien compris, bravo. 2 entretiens. Ça y est, il sèche. Ça y est, il sèche. Complètement. Nous aussi d'ailleurs. Alors, si l'on n'a pas effectué sa licence 3 LEA à Lyon 3, on ne peut pas partir avec Lyon 3 en Master 1 donc. On ne peut Non. faire un échange en M1 qu'avec l'université où l'on a effectué ses licences. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous arrivez à l'exception des étudiants des classes préparatoires qu'on appelle des CPGE, qui sont inscrits parallèlement à Lyon 3, mais qui font leur hypocagne et leur cagne au lycée du Parc ou ailleurs. Quand vous postulez, en fait, quand vous faites votre dossier, c'est-à-dire maintenant, vous êtes déjà étudiant à Lyon 3, c'est-à-dire qu'on part à l'année N+1. Si vous êtes actuellement en licence 3
à La Rochelle ou ailleurs, ben, vous pouvez postuler en Master 1 à Lyon 3, mais vous ne pouvez pas postuler pour un départ à l'étranger. Ça veut dire que vous pourrez postuler pour partir en M2. Mais on ne part pas l'année où on s'inscrit. Puisque Alors, de fait, on fait son dossier un an avant. Donc ça veut dire qu'un an avant, il faut déjà être inscrit. tout à fait. Est-ce que nous devons classer nos demandes de zone? Oui, Oui. oui. Vous les classez par ordre de préférence. Voilà. Et après, dans chaque zone, vous classez les pays par ordre de préférence. Et ça, c'est pareil, c'est des questions, Oui. on y répondra Oui, il n'y a pas de lors souci. du forum et sur la vidéo pour le dossier de candidature. Ça se calme. Ça se calme. Mais on va peut-être prendre congé. Oh, on va attendre On va un petit attendre peu. un petit peu. Je ne sais pas quelle heure il est. 11h30. 11h30. Oh, bon, on était bien. Bah, de toute façon, vous avez, pour ce qui me concerne, mon mail. Je réponds toujours. Alors en ce moment, accordez-moi 2-3 jours de délai parce que j'ai beaucoup d'autres missions actuellement qui me prennent beaucoup de temps. Donc je ne réponds pas dans la demi-journée, enfin pas toujours, mais je réponds tout le temps. Donc dans le courant de la semaine, je vous promets que je vous réponds et que je vous dise que je réponds à vos questions. Mais voilà, m'envoyez pas un mail le matin, un mail l'après-midi, un mail le lendemain. D'abord, ça me met de mauvaise humeur et, et ma messagerie n'en a pas besoin actuellement. Est-il possible de faire le semestre 4 de la licence en Europe Est-il possible de faire le semestre 4 de la licence en étant en double licence? Non. Non, en double licence, ça ne marche pas parce que c'est juste pas possible. C'est-à-dire que autant, alors déjà pour revenir au semestre 4, ces départs en semestre 4 utilisent les places qui sont restées disponibles dans le cadre des échanges. Alors ces places disponibles, c'est quoi? C'est par exemple des étudiants qui ont été retenus pour partir mais qui n'ont pas validé leur année. Je vous rappelle, je n'ai peut-être pas dit ça, mais c'est sur le PowerPoint, qu'on ne part pas avec des dettes, c'est-à-dire que si on part en licence 3, c'est parce qu'on a validé les 120 crédits des licences des semestres 1 à 4. Et il n'y a pas de dérogation possible. On ne part pas avec, pour dire, moi je ramènerai 65 crédits parce qu'il m'en manque 5 qui traînent je ne sais trop où. C'est pas possible, on ne part pas. Donc il y a tous les ans, malheureusement, des étudiants qui ont été sélectionnés pour partir à l'étranger et qui à la fin ne partent pas parce qu'à l'issue de la deuxième session, ils n'ont pas validé leur L2. Donc ça libère, si je puis dire, quelques places et ce sont ces places qui sont utilisées pour partir en S4. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour le coup, il n'y a pas pléthore de places et il n'y a pas un grand choix non plus. Alors, il y a généralement la possibilité de partir. Alors, en Russie, ça marche quasi tout le temps. Il reste presque toujours des places en Espagne. Il peut en rester en Italie. Au Royaume-Uni, c'est plus restreint, pour ne pas dire souvent impossible. Et donc, on n'a déjà pas beaucoup de choix. Ça dépend. On part souvent dans sa langue B, au semestre 4, ou parfois en Scandinavie. De temps en temps. En Allemagne aussi. Oui, mais en Allemagne, c'est la langue B. Oui. Voilà. Mais en Scandinavie, parfois, je crois qu'on a eu des ça étudiants arrive, oui. à Dalarna, en en Scandinavie, Suède. il reste de la place en Suède. Il reste en souvent général, de la place en Suède, mais c'est pas possible de suivre là-bas une double licence. Ça fait trop de contraintes et donc vous partez pas en double licence en semestre 4. Question technique. Tout ce qu'on est en train de vous dire est enregistré. Tous les lives d'ailleurs, tous du salon seront enregistrés et disponibles juste après sur le salon virtuel au même endroit que vous avez trouvé le live. Donc pas d'inquiétude si vous avez des collègues qui ne peuvent pas être là. Ils pourront voir toutes les questions. La liste des universités partenaires est à jour sur le site internet. Ne soyez pas inquiets. Et pour l'instant, c'est toutes les questions que nous avons. On va attendre un petit peu. Alors, pour les frais d'inscription, s'agit-il du même prix que si on se réinscrivait à Lyon 3? Oui. Alors, c'est pas si vous vous réinscrivez à Lyon 3. C'est pas si vous inscrivez à Lyon 3. On n'a pas dû être assez clair.
Vous partez en échange, vous êtes étudiant Lyon 3. Ça veut dire que vous êtes inscrit à Lyon 3, que sur votre dossier d'inscription, enfin sur l'applicatif de scolarité, vous apparaissez comme sortant, ce qui permet que vous ne vous retrouviez pas dans les listes de TD, par exemple, avec vos camarades qui sont restés en présentiel, mais vous êtes étudiant Lyon 3, vous restez étudiant Lyon 3, vous payez les frais d'inscription à Lyon 3, et à la fin, vous aurez un diplôme Lyon 3. Voilà, c'est juste les cours, les examens qui sont délocalisés en quelque sorte. Voilà. Mais administrativement, au niveau de l'administration française, vous êtes étudiant Lyon 3. Donc avant de partir à l'étranger, on vous demande de vous inscrire à Lyon 3, comme si vous restiez sur place en fait. Voilà. Et pour tout ce qui est vos procédures étudiants hors université, Crous ou je ne sais quoi, la carte SNCF, vous êtes étudiant à Lyon 3. Donc c'est pas si vous vous réinscrivez, c'est vous réinscrivez. Voilà. Est-ce que l'on bénéficie automatiquement de la bourse Erasmus si on part dans une université partenaire? Alors, les bourses de mobilité ne sont pas en fonction des revenus. En tout cas, pour ce qui est de la bourse Erasmus, c'est de la bourse de la région. Donc oui, vous bénéficiez d'une bourse automatiquement. Cela dit, je ne peux pas vous dire si vous allez bénéficier de la bourse Erasmus ou de la bourse de la région parce que c'est un peu en train de changer. Donc vous inquiétez pas, il y aura une bourse, c'est juste qu'on ne sait pas les détails administratifs. Mais oui, vous bénéficiez d'une bourse de mobilité automatiquement, tout à fait. Tous les étudiants qui partent en échange, où que ce soit, bénéficient d'une bourse. Le document résumant les instructions pour le dossier de candidature sur l'intranet va-t-il être mis à jour? Parce qu'il n'y est pas. Oui, puis il est à jour d'ailleurs. Et pour la bourse du Crous, vous avez la bourse du Crous si vous êtes étudiant boursier actuellement et que vous avez encore les critères pour l'année prochaine, comme vous restez étudiant inscrit à Lyon 3, administrativement parlant, vous gardez votre bourse du Crous. Donc quand vous demandez votre bourse du Crous pour l'année prochaine, vous faites la même démarche que d'habitude. Vous ne prenez pas en compte le fait que vous partiez à l'étranger, en fait, c'est vraiment la même chose. Donc vous gardez votre bourse du Crous quand vous êtes à l'étranger. Alors, si on part pour la première fois plus d'une semaine dans un pays étranger, nous conseillez-vous de partir dans un pays de la langue où on est le plus à l'aise, ou pensez-vous quand même que c'est mieux de partir dans un pays de la langue où on a un peu plus de difficultés? C'est vraiment au cas par cas. Alors déjà, si vous me posez la question, c'est que vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette idée-là. Alors si effectivement vous n'avez pas du tout d'expérience à l'étranger, que vous n'êtes jamais parti plus d'une semaine, comme vous dites dans votre question, faut peut-être pas rajouter du stress au stress. Donc, c'est peut-être plus favorable pour vous d'être dans un pays où vous avez le sentiment que vous êtes un peu plus à l'aise avec la langue. Mais ça dépend où se situe le à l'aise. Peut-être qu'en fait, vous avez un très bon niveau dans les deux langues, mais que vous n'en êtes pas bien conscient. Faut creuser. À la limite, vous m'envoyez un message, vous me donnez vos noms, voilà, que je regarde un peu votre dossier, je pourrais plus facilement parler avec vous. Là, comme ça, j'ai pas de réponse toute faite. Les universités étrangères proposent-elles les mêmes DU, étant en LEA anglais-russe avec un DU langue des affaires espagnole, et je souhaite partir dans un pays anglophone ou russophone? Alors, clairement, non. Vous n'aurez pas le même DU parce que quand vous êtes à l'étranger, vous êtes dans un autre système. Alors, si vous partez dans un pays anglophone, je vous déconseille de vous inscrire en DU parce que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous n'aurez pas la possibilité de choisir des cours supplémentaires. Vous aurez droit à 4 cours par semestre et rien d'autre. Donc ces 4 cours par semestre, ce seront ceux qui vous permettront de valider votre semestre de licence. Si vous partez en zone russophone, là, normalement, enfin même pas que normalement, là vous avez autant de cours que vous voulez et vous pouvez suivre autant de cours que vous voulez. Avec un petit bémol, c'est qu'en Russie, c'est un peu comme en France, de ce point de vue-là. Vous avez énormément de cours parce que les cours pèsent pas très lourd en crédit. Vous avez beaucoup de cours à 3 crédits, 4 crédits, 5 crédits.
Donc, vous allez devoir prendre un nombre assez important de cours pour valider votre licence. Ça vous demandera beaucoup de travail personnel parce que c'est fait comme ça. Et suivre le DU en plus, c'est pas forcément bien possible ou bien pertinent. Par contre, en Russie, vous avez toutes les chances de trouver un cours d'espagnol des affaires, par exemple, qui vous permettrait de valider votre DU. Mais je pense vraiment que faut pas vous focaliser sur vos DU quand vous partez, parce que si vous vous obstinez à vouloir le suivre, c'est souvent compliqué, voire pénalisant, parce qu'au bout d'un moment, ça vous noie. Donc, à voir éventuellement, en fonction de la zone, anglophone, vous oubliez, russophone, faut voir, ça dépend aussi de votre niveau de russe. Si vous êtes plus ou moins russophone, vous, à la base, oui, vous pouvez. Si le russe est vraiment une langue étrangère au sens strict du terme, je ne vous le conseillerais pas. Alors, on a une autre question. Le dossier de candidature est bien en ligne, hein. Il est disponible sur Net3. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, vous pouvez commencer à le remplir dès maintenant. Sachant que vous devez le remplir avant le 16 novembre. Et le 16 novembre, il nous le faut aussi en version papier dans les bureaux des relations internationales. Donc, traînez pas. Ne l'amenez pas le 16 novembre, amenez-le un peu avant. Ah oui, ça serait bien. Avons-nous le niveau pour partir au Japon en L3 après 2 ans de LEA? Oui. Oui, parce que ce qu'on vous demande, d'abord quand vous avez... Alors, c'est valable pour le Japon, c'est valable aussi, ce que je vous raconte, pour la Chine et la Corée. Quand vous partez en Asie, en fait, au niveau du japonais, vous allez être évalué sur une progression et pas sur un niveau. Je m'explique. Quand vous arrivez, en fait, vous avez un test de langue. Et vous avez au Japon un gros package de japonais langue étrangère qui balaye toutes les compétences. Et ce sont des modules qui sont en fait, alors c'est niveau 1, 2, 3, 4. Bon. Et vous allez tester en arrivant et on va vous mettre dans le groupe qui correspond à votre niveau. Donc vous allez avoir vos 20 heures de japonais par semaine, ça permet de progresser. Et l'évaluation, en fait, elle évalue votre progression. C'est-à-dire que si vous avez un niveau faible en japonais, vous aurez des cours qui seront adaptés à ce niveau-là, qui vous permettront de progresser. Et ça ne vous empêchera pas d'obtenir de très bonnes notes en japonais, puisqu'on va évaluer la progression. Sachez d'une manière générale qu'au Japon, les notes sont souvent très agréables. Beaucoup plus agréable que si vous partez, par exemple, en Allemagne, en Italie, où c'est pas exactement la même chose, mais au Japon, c'est plutôt généreux. Donc oui, n'hésitez pas, vous avez le niveau, il n'y a pas de raison. Si plein d'étudiants partent tous les ans en anglais-japonais en L3, c'est que c'est possible. On sait très bien qu'au bout de 2 ans de japonais, vous n'avez pas... un niveau qui vous permet de soutenir une conversation très très élaborée avec des natifs, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Donc surtout, n'hésitez pas et partez. Très bien. Pour le dossier sur l'intranet, il est dans intranet, mon espace portail scolarité. Voilà, c'est pas forcément évident, Non, mais donc pas dans très votre intuitif. portail scolarité, vous avez le dossier de candidature à l'étranger. Oui, c'est pas très intuitif. Voilà. Pas d'autres questions pour l'instant. Je pense qu'on va peut-être... Mais on mettra le lien pour le dossier de candidature, on va le mettre sur le salon virtuel. Alors, est-ce normal qu'il n'y ait pas la fiche Espagne dans Mieux connaître ma destination? Alors, comme vous savez, il y a des fiches pays, ou vous le savez peut-être pas, mais il y a des fiches pays pour vous aider un peu à appréhender le budget sur place. Et il en manque sûrement quelques-unes qui sont en train d'être préparées. Donc, on va la mettre à jour. Si vous cherchez quand même à avoir plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de la bourse de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pareil, il y a le lien aussi sur la partie internationale du site de Lyon 3
vous avez des comptes rendus de mobilité des étudiants qui sont partis du coup en mobilité, où ils expliquent vraiment dans le détail leur vie à l'université, les logements, les transports, le téléphone portable, tout ce genre de choses. Donc s'il n'y a pas la fiche pays qui vous concerne, n'hésitez pas à aller voir ces rapports de dossier. C'est pareil, vous avez le lien, soit dans le guide pratique de la mobilité, soit dans les documents qu'il y a sur le salon virtuel. Alors, doit-on obligatoirement passer le JLPT pour partir en L3 au Japon? Non. Très bien. Non, votre niveau de japonais, il est évalué par vos enseignants et à ma connaissance, et je ne crois pas que ça ait changé, le Japon ne l'exige pas pour le visa, donc non. Mais souvent, vous le préparez là-bas, par contre, quand vous partez. Les fiches pays dont je viens de parler sont disponibles sur l'intranet. Quand vous avez dans votre section internationale partir à l'étranger, vous avez un onglet qui s'appelle mieux connaître ma destination. Et là, vous avez les fiches pays dont je vous parlais. Voilà. Les dernières questions. C'était la dernière. Peut-être. Bon, si vous avez des questions, c'est maintenant ou jamais, avant qu'on arrête ce live. Donc de toute façon, tu restes disponible. De toute façon, voilà, vous pouvez me joindre par mail sans aucun problème. Ben, on vous remercie d'avoir participé à cette réunion un petit peu bizarre. On espère que l'année prochaine, on fera ça dans des amphis, sans masque. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Voilà. Bonne journée à vous et puis bon courage pour faire votre dossier. Et j'espère que vous partirez nombreux. Et n'hésitez pas à continuer à poser des questions par mail, cet après-midi via le chat pour les coordinateurs de zone. Si vous avez des questions un peu spécifiques sur les pays, et même si vous avez d'autres questions sur la faculté de langue, nous, si on ne sait pas y répondre, Oui. on vous réorientera vers Jacqueline qui pourra vous répondre. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fermé. T'as fermé ou j'allais dire? Ça a fermé. Très bien.